Sur le Cho-Oyu, sixième sommet le plus haut du monde avec ses 8188 mètres, les alpinistes fixent à leurs chaussures 10 pointes d'acier pour ne pas glisser sur la glace. Et ce sont précisément ces pointes qui, régulièrement, provoquent la chute. Ce n'est pas si simple. Une pointe s'accroche à sa propre jambe de pantalon. La neige fondue s'y engouffre jusqu'à annuler toute adhérence. Ou le métal mord dans le fil d'une vieille corde fixe, et un glissement contrôlé se transforme en quelques secondes en une chute incontrôlée. La suite vous le montrera. Un détail ajouté à la conception des crampons il y a près de 100 ans pour grimper plus vite est exactement celui qui décide aujourd'hui si un alpiniste survit à sa chute ou non. Avant d'aller plus loin, une question pour vous. Si vous glissiez là-haut, sur une pente de glace, croyez-vous que vous sauriez réagir à temps ou pas du tout ? Écrivez votre réponse en commentaire, on vérifiera ensemble plus tard. Et si ce paradoxe vous intrigue déjà, laissez un like, ça aide vraiment la chaîne. Le Cho-Oyu se dresse à cheval sur la frontière entre le Népal et la région autonome du Tibet, en Chine. Par rapport aux 13 autres géants de plus de 8000 mètres, c'est un cas à part. Sa voie normale, par l'arête nord-ouest côté tibétain, est considérée comme la plus techniquement simple de tous les 8000. Pas de mur vertical à franchir au couteau, pas de passage rocheux extrême. Surtout de longues pentes de neige et de glace, régulières, presque rassurantes. C'est cette réputation qui lui vaut son surnom informel, la montagne facile. Et les chiffres semblent lui donner raison. Le rapport entre le nombre de décès et le nombre d'ascensions réussies sur le Cho-Oyu tourne autour de 1,5%, le taux le plus bas parmi les 14 sommets de plus de 8000 mètres du globe. Comparé à des montagnes où ce ratio grimpe à 10, 15, parfois 20%, le Cho-Oyu apparaît presque comme une anomalie statistique. Une montagne où l'on meurt le moins. Une montagne que l'on peut, apparemment, dompter. Mais ce chiffre cache une faille. Sur cette pente jugée la plus sûre, l'un des équipements les plus élémentaires, celui censé garantir l'adhérence, l'équilibre, la sécurité même, se retourne parfois contre celui qui le porte. Les 10 pointes d'acier vissées sous chaque botte ne se contentent pas de mordre la glace pour faire avancer l'alpiniste. Dans certaines conditions précises, elles deviennent l'élément qui déclenche la chute ou qui l'aggrave au moment où tout bascule. Un outil de sécurité qui, à un instant donné, cesse de protéger et commence à menacer. C'est là tout le paradoxe que cet épisode va démonter, pièce par pièce. Comment un objet aussi simple, porté par des générations d'alpinistes depuis plus d'un siècle, peut-il à la fois sauver une vie et la mettre en péril ? Comment expliquer que, sur la montagne la plus clémente de l'Himalaya, ce soit précisément le matériel censé assurer chaque pas qui figure parmi les causes récurrentes des accidents les plus graves ? Pour comprendre comment un simple bout de métal sous une chaussure peut faire basculer un destin, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le corps d'un être humain à 8000 mètres d'altitude. 8000 mètres. Ce chiffre n'est pas arbitraire. C'est la frontière officielle où la médecine de l'altitude cesse de parler d'inconfort et commence à parler de survie. Au-dessus de cette ligne, les alpinistes appellent l'endroit où ils marchent la zone de la mort. Pas une image, un diagnostic. Le corps humain n'est tout simplement pas conçu pour fonctionner durablement à cette altitude. Et pourtant, chaque année, des dizaines de personnes y passent des heures, chargées de 10 kilos d'équipement sur une pente de glace. Ce qui change là-haut n'est pas ce que vous croyez. L'air que vous respirez à 8000 mètres contient toujours 20,9% d'oxygène, exactement le même pourcentage qu'au niveau de la mer, dans votre salon. Rien ne disparaît de l'atmosphère. Ce qui s'effondre, c'est la pression. À cette altitude, elle tombe à environ un tiers de sa valeur normale. Chaque inspiration ramène les mêmes molécules, mais 3 fois moins comprimées, 3 fois moins de matière à chaque geste des poumons. Le corps continue de respirer. Il respire simplement dans le vide. Concrètement, cela signifie que votre sang commence à manquer d'oxygène, même si vous respirez normalement, même si rien n'est bouché ni malade en vous. Au niveau de la mer, la saturation en oxygène d'un adulte en bonne santé tourne entre 95 et 100%.
Dans la zone de la mort, elle peut s'effondrer jusqu'à 50 ou 60%. Sur une civière d'hôpital, à Paris ou à Genève, un chiffre pareil déclencherait une alarme et une équipe de réanimation en quelques secondes. Sur l'arête nord-ouest du Cho-Oyu, c'est simplement un jour ordinaire d'ascension. Imaginez ce que cela fait, de l'intérieur. Chaque pas devient une négociation. Le cerveau, qui consomme à lui seul près d'1/5 de l'oxygène du corps, commence à fonctionner au ralenti. Jugement émoussé, réflexes en retard, décisions qui se prennent une seconde trop tard. Les mains tremblent sans effort particulier. La pensée devient poisseuse, comme si chaque idée devait traverser un brouillard épais avant d'atteindre la conscience. Ce n'est pas de la fatigue ordinaire, c'est un cerveau qui tourne, littéralement, sur la moitié de son carburant. L'altitude déforme jusqu'aux lois les plus élémentaires de la physique quotidienne. À 8000 mètres, l'eau entre en ébullition à environ 71 degrés Celsius au lieu de 100. Faites bouillir de l'eau là-haut, et elle bout, mais mollement, presque timidement, bien avant d'atteindre une chaleur suffisante pour cuire quoi que ce soit correctement. Un détail presque comique, si l'on oublie qu'il illustre exactement ce qui arrive à vos poumons. La pression s'effondre, et avec elle, tout ce qui dépendait d'elle pour fonctionner normalement. Combien de temps un corps humain peut-il tenir dans ces conditions, sans bouteille d'oxygène supplémentaire? Les alpinistes qui ont survécu aux plus hautes altitudes du monde s'accordent sur une fourchette, entre 16 et 20 heures. Pas des jours, pas même une journée complète. Passé ce délai, le corps commence littéralement à se consumer lui-même, incapable de maintenir ses fonctions vitales avec si peu d'oxygène disponible. C'est une horloge silencieuse qui démarre dès que vous franchissez la ligne des 8000 mètres et qui ne s'arrête pas, quoi que vous fassiez. Retenez cette image, un être humain qui avance, sur la glace, avec un cerveau ralenti, des muscles à moitié alimentés, un jugement altéré par un manque d'oxygène que rien à l'œil nu ne trahit. Il se tient debout, il marche, il grimpe même, parfois avec une étrange euphorie, comme l'ont raconté certains survivants juste avant le pire. Mais son corps, à cet instant précis, ne fonctionne qu'à moitié de ses capacités normales. Alors posez-vous la question suivante, parce qu'elle va devenir centrale dans les prochaines minutes. Que se passe-t-il quand ce corps affaibli, cette conscience ralentie, perd soudainement l'équilibre sur une pente de glace? La réponse ne commence pas sur cette montagne, ni même à cette époque. Elle commence 100 ans plus tôt, avec l'histoire d'un outil censé garantir précisément cet équilibre et qui n'a jamais été conçu pour cela. Sous vos pieds, 10 lames d'acier reposent sur la glace. Elles pèsent à peine 1 kilo la paire. Et pourtant, c'est cet objet minuscule qui décide, en une fraction de seconde, si vous restez debout ou si vous basculez dans le vide. En 1908, l'ingénieur britannique Oscar Eckenstein imagine la première version vraiment fonctionnelle. 10 pointes fixées sous la botte. Une révolution silencieuse. Avant lui, grimper sur glace signifiait tailler des marches au piolet, heure après heure, dans un froid qui engourdit les mains. 5 ans plus tard, en 1913, un officier français du nom de Trémaud ajoute une articulation mobile entre le talon et l'avant-pied. La botte suit enfin le mouvement naturel de la marche. Le confort progresse. Mais personne, à cette époque, ne pense encore à la chute. On pense à l'ascension, à la vitesse, à la conquête des pentes glacées qui, jusque-là, semblaient infranchissables sans heures de taille à la main. Puis vient 1929. Laurent Grivel, fils du fondateur de la célèbre marque italienne, ajoute 2 pointes horizontales à l'avant des crampons. Un détail en apparence anodin. En réalité, une bascule complète dans la manière de grimper. Fini la technique française, pied à plat, économe mais lente. Place à la pointe avant. On plante ses 2 dents dans la glace verticale et on grimpe droit devant, comme on planterait une hache dans du bois. La vitesse d'ascension explose. Retenez bien ceci. Ces pointes avant n'ont jamais été pensées pour retenir une chute. Elles ont été inventées pour une seule chose, grimper plus vite, plus droit, plus efficacement. Personne, en 1929, ne teste leur comportement lors d'un glissement incontrôlé sur une pente à 40 degrés. Cette question-là attendra presque un siècle pour trouver une réponse écrite, parfois, dans la neige du Cho-Oyu.
25 ans après l'invention de Grivel, cette même technologie affronte pour la première fois un sommet de plus de 8000 mètres. Le 19 octobre 1954, Herbert Tichy, Joseph Lecler et le Sherpa Pasang Dawa Lama atteignent le sommet du Cho Oyu. Une petite équipe, presque sans oxygène supplémentaire et sans corde fixe sur la dernière portion du parcours. Un exploit brut, porté par la seule force humaine et par ses lames sous les bottes. Le prix à payer se lit sur les mains de Tichy. Une gelure sévère, si profonde qu'il croit d'abord perdre plusieurs doigts. Imaginez cette sensation. Le froid qui cesse de faire mal, qui devient silence, absence totale de sensation, signe que les tissus meurent lentement. Sur le Cho Oyu, à moins 30, parfois moins 40 degrés au sommet, chaque minute d'exposition compte double. Et pourtant, l'ascension reste, aujourd'hui encore, l'une des références de l'himalayisme minimaliste. Cette petite équipe de 1954 ouvrait la voie vers ce que l'on appelle aujourd'hui le 8000 le plus sûr au monde. Une réputation méritée, en partie, par la relative douceur de la voie normale côté tibétain. Mais gardez cette histoire de dents en tête. Chaque expédition qui suivra, chaque alpiniste qui plantera ses crampons dans la glace du Cho Oyu s'appuiera sur un outil né pour la vitesse, pas pour la sécurité. Un outil dont personne, en un siècle, n'a jamais vraiment posé la question inverse. Que se passe-t-il quand ce n'est plus la montée, mais la chute qui commence? D'autres histoires de ce genre dorment encore dans la glace des 8 sommets. Abonnez-vous si vous voulez qu'elles remontent à la surface avant les autres. Car voici le vrai paradoxe que cache cette invention de 1929. La même dent qui permet de grimper droit vers le sommet est aussi celle qui, lors d'un glissement, va s'accrocher à la glace au pire moment possible. Cette pointe qui a donné aux alpinistes leur vitesse, sera-t-elle un jour celle qui provoque leur chute? La réponse se cache dans un phénomène que les guides de haute montagne désignent d'un seul mot, le regueulage. Vous venez de comprendre pourquoi Laurent Grivel a ajouté ces 2 pointes avant en 1929, pour grimper plus vite, droit dans la pente. Personne, à l'époque, ne pensait à la chute. Et c'est précisément là que le piège se referme, 90 ans plus tard, sur les pentes du Cho Oyu. Car l'acier qui mord la glace, un jour peut le lendemain ne rien mordre du tout, neutralisé par un ennemi minuscule, invisible, qui s'infiltre entre les dents même censées vous sauver. Ce phénomène a un nom technique, le balling up, l'engorgement. La neige, légèrement réchauffée par le soleil ou par la simple chaleur de votre pied, se tasse entre les pointes du crampon. Elle colle, elle s'accumule, elle forme sous votre semelle une plateforme lisse et compacte, une sorte de patin naturel. L'acier est toujours là, aussi tranchant qu'à l'achat. Mais il ne touche plus la glace. Entre lui et la montagne, il y a désormais 3 cm de neige tassée qui glisse comme sur du verre. Imaginez la sensation. Vous posez le pied, vous sentez une résistance, une impression de sécurité. Puis, sans prévenir, le sol se dérobe sous vous d'un coup sec, comme si quelqu'un avait retiré un tapis. Aucun signal d'alerte progressif. Le crampon fonctionnait 1 seconde, il ne fonctionne plus la suivante. Sur un glacier, à plus de 7000 mètres, cette rupture de confiance entre le pied et la pente ne laisse ni le temps ni la clarté mentale pour réagir intelligemment. Le pire, c'est le moment où ce risque culmine. Pas à la montée, quand vous êtes frais, concentré, la neige encore froide et sèche du matin. Non, c'est à la descente que le piège se déclenche. La neige a chauffé toute la journée sous le soleil d'altitude. Vos jambes sont épuisées après des heures d'effort dans un air à 1/3 de sa pression normale. Et la gravité, qui vous a aidé à monter, travaille désormais contre vous à chaque pas. Cette combinaison n'a rien d'anecdotique. C'est précisément pour cela que l'UIAA, la Fédération internationale d'alpinisme, a rendu obligatoire les plaques anti-adhésives sur ses stages de formation de guides de haute montagne. Un détail que l'écrasante majorité des alpinistes amateurs ignorent ou négligent en préparant leur matériel pour un 8000. Ces plaques, la plupart du temps, sont faites de latex, un matériau choisi pour une raison précise.
il conserve son élasticité jusqu'à -40 °C. Sur l'acier rigide du crampon, elle se glisse sous les pointes et travaille comme une membrane vivante. À chaque pas, le flexion du latex fait tomber la neige accumulée avant qu'elle n'ait le temps de se compacter. Sans elle, l'acier se fige en trappe collante. Avec elle, il reste une griffe fonctionnelle. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Cette solution existe depuis des décennies. Elle est enseignée. Elle est même imposée dans les formations professionnelles. Et pourtant, sur le terrain, tous les alpinistes ne l'utilisent pas systématiquement. Le poids supplémentaire, l'oubli, la confiance excessive dans du matériel neuf, autant de raisons pour lesquelles des grimpeurs continuent de monter au Cho-Oyu avec des crampons vulnérables à l'engorgement, sans même le savoir. Et le paradoxe ne s'arrête pas là. Car même quand la neige n'entrace pas les dents, même quand l'acier mord parfaitement la glace comme prévu depuis 1929, un autre danger surgit. Celui-là purement mécanique, purement physique. Ce sont ces mêmes pointes avant, si efficaces pour grimper droit dans la pente, qui deviennent un piège à l'instant précis où le pied glisse. La neige s'engonce dans les dents exactement au moment où l'adhérence est la plus nécessaire, à la descente, sur une pente fatiguée par des heures d'effort, sous un ciel qui ne pardonne pas l'erreur. Mais que se passe-t-il ensuite, quand l'équilibre est déjà perdu, quand le pied ne répond plus et que le corps commence à basculer? La couche suivante de cette histoire ne se compte plus en minutes, elle se compte en secondes, et c'est là que tout bascule vraiment. 1 seconde, peut-être 2. C'est tout ce que la physique vous accorde pour transformer une chute en simple frayeur plutôt qu'en catastrophe. Les instructeurs d'auto-arrêt sont formels. Un alpiniste entraîné réagit en 1 à 2 secondes après le début du dérapage. Il plante son piolet, bascule son poids, stoppe la glissade avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Un alpiniste non entraîné, lui, met 4 à 6 secondes à comprendre ce qui lui arrive. Sur une pente de glace à 8000 mètres, ces 4 secondes de retard ne sont pas un détail technique. Ce sont la totalité de la marge entre la vie et la chute libre. Pourquoi ce retard est-il si dangereux? Parce que le corps, dans la zone de la mort, ne fonctionne déjà plus normalement. La saturation en oxygène de votre sang, qui devrait avoisiner 95 à 100% au niveau de la mer, peut chuter à 50 ou 60% à cette altitude. Un chiffre qui, sur un lit d'hôpital en plaine, déclencherait une urgence vitale. Vos réflexes ralentissent, votre jugement s'embrume. Et c'est précisément dans cet état, avec un cerveau à moitié affamé d'oxygène, que vous devez décider en une fraction de seconde comment réagir à un dérapage sur une pente à 45 degrés. Voici ce que dit la physique, sans détour. Sur une pente de 30 à 45 degrés, un corps qui chute accélère à environ 6,7 mètres par seconde carrée, soit près des 3/4 de l'accélération de la chute libre. En clair, en 3 à 4 secondes seulement, ce corps dépasse les 48 km/h. Imaginez-vous debout, en train de marcher tranquillement sur la glace, et 4 secondes plus tard, vous filez à la vitesse d'une voiture en ville, sur une surface dure comme du béton, à des milliers de mètres au-dessus de toute aide possible. C'est là que le paradoxe des crampons prend tout son sens. Les instructeurs enseignent un geste précis en cas de glissade sur glace ou sur neige dure. Relevez immédiatement les jambes. Pourquoi ce réflexe, apparemment contre-intuitif? Parce que si les pointes avant des crampons, celle-là même inventée par Laurent Grivel en 1929 pour grimper plus vite, de face, contre la pente, accrochent la surface pendant que le corps continue de glisser, les jambes s'arrêtent net alors que le torse, lui, poursuit sa trajectoire. Le résultat n'est plus une glissade contrôlée. C'est une bascule brutale, le début d'un tonneau incontrôlé, tête en bas, membres emmêlés, sur une pente qui ne pardonne rien. Ressentez un instant cette mécanique. Vous glissez sur le dos, vous tentez de planter votre piolet, et soudain vos pieds, chaussés de crampons conçus pour vous faire adhérer à la glace, mordent la surface au mauvais moment. Ce qui devait vous sauver vous piège. L'énergie de votre chute, au lieu de se dissiper progressivement le long de la pente, se concentre dans cette rupture soudaine entre vos jambes bloquées et votre buste encore lancé. Le corps culbute. Et à 48 km/h sur de la glace vive, chaque rotation supplémentaire multiplie les points d'impact possibles. Tête, épaules, colonne vertébrale. Un chiffre mérite d'être posé ici, pour mesurer l'ampleur réelle du problème.
Dans les bases de données consacrées aux accidents d'escalade et d'alpinisme, les chutes figurent parmi les causes dominantes de décès, représentant selon certaines estimations plus de 70% des issues fatales. Ce chiffre concerne l'alpinisme en général, pas spécifiquement les 8000. Mais il donne une idée de l'ampleur du danger que représente structurellement le simple fait de perdre l'équilibre en hauteur. Et maintenant une question directe pour vous. Si vous saviez qu'en cas de glissade, l'outil même fixé à vos pieds pour vous faire tenir sur la glace pouvait, dans la même seconde, provoquer votre chute la plus violente, accepteriez-vous quand même de le porter, sachant qu'il n'existe aucune alternative viable sur ce type de terrain? Écrivez votre réponse en commentaire, en une ou deux phrases, honnêtement. Ce mécanisme n'est pas une abstraction de manuel de physique, une formule qu'on récite sans y croire vraiment. C'est un scénario documenté, chronométré, mesuré, et il s'est produit sur les pentes mêmes du Cho-Oyu. Plus d'une fois. Au-dessus du camp 3, sur la pente qui redescend vers l'avancée du col, un alpiniste sent son pied glisser dans sa botte. Pas de douleur, pas de choc, juste ce vide soudain sous la semelle. Sa crampon vient de se détacher, en pleine descente en rappel à travers la ceinture rocheuse. L'objet part dans l'air, léger, presque anodin. Son compagnon de cordée l'attrape au vol. Un geste réflexe, une seconde de chance. L'épisode, documenté par une expédition Summit Climb autour de l'an 2000, ne fait aucune ligne dans les statistiques officielles du Cho-Oyu. Il n'y a pas eu de mort ce jour-là. Juste la preuve que l'acier censé vous retenir peut se détacher au moment précis où vous en avez le plus besoin. Un autre cas, documenté sur cette même montagne. Un grimpeur descend en rappel et l'un des crampons de sa botte s'accroche dans une vieille corde fixe, abandonnée là par une expédition précédente. Le pied se bloque net. Le corps, lui, continue son mouvement. L'alpiniste se retrouve suspendu tête en bas, dans le vide, retenu par un pied prisonnier d'un fil métallique rouillé par des années d'exposition au froid himalayen. Ce n'est pas la glace qui a piégé la dent d'acier, c'est la trace laissée par d'autres, des années plus tôt, jamais retirée du versant. En 1984, une expédition polonaise vit un épisode plus sobre, mais tout aussi révélateur. Un grimpeur chute sur la descente, 4 mètres, pas davantage. 4 mètres suffisent, à cette altitude, pour briser un genou, une cheville, une confiance. La cordée renonce à poursuivre dans l'obscurité et bivouaque à 7920 mètres, sans tente préparée, sans marge d'oxygène, sans certitude de revoir le lendemain. Une chute mineure, transformée en nuit de survie improvisée, à quelques centaines de mètres seulement du sommet mythique. Ces 3 épisodes n'ont rien d'exceptionnel. Dans les bases de données mondiales sur les accidents d'escalade et d'alpinisme, les chutes figurent comme la cause d'une part considérable des décès. Certaines estimations parlent de plus de 70%, un chiffre issu de l'escalade en général, à manier avec prudence sur un terrain aussi spécifique que les 8000. Mais la tendance, elle, ne trompe personne. Ce n'est ni le froid seul, ni l'altitude seule qui tue le plus souvent. C'est la perte d'appui. Le moment où le pied ne répond plus comme prévu. Le 2 juin 2009, Denis Verov, 42 ans, meurt sur le Cho-Oyu. Une chute pendant la descente. Les circonstances exactes échappent au grand public, elles restent, comme souvent en haute montagne, partiellement dans l'ombre. Ce qui reste, c'est la date, le lieu et la trajectoire brisée d'un homme qui avait déjà passé le point le plus difficile, atteindre le sommet. Cette même année, un autre nom s'ajoute à la liste, mais d'une toute autre manière. Clifton Malone, 71 ans, devient le plus vieil Américain à avoir gravi un 8000. Il redescend. Il se dit, dans les mots rapportés par ceux qui étaient là, l'homme le plus heureux du monde. Puis il s'endort. Il ne se réveille pas. Pas de chute, pas de crampon fautif, pas de corde vieillie. Juste un corps qui, après l'euphorie, a cessé de tenir. Le contraste est presque insoutenable. La joie la plus pure de l'alpinisme, suivie, dans les heures qui suivent, du silence définitif. Voici maintenant le chiffre que vous avez entendu au tout début, 1,5%.
le ratio de morts par rapport aux ascensions réussies sur le Cho Oyu, le plus bas de tous les 14 8000 de la planète. Une statistique brandie comme un argument de sécurité, un totem rassurant pour ceux qui choisissent cette montagne plutôt que l'Everest ou le K2. Mais 1,5% n'est pas une garantie. C'est une moyenne. Et derrière chaque fraction de ce pourcentage, il y a eu un corps qui fonctionnait à moitié de ses capacités en oxygène. Un froid capable de figer les doigts en quelques minutes. Et 10 dents d'acier sous les pieds, censés offrir de l'adhérence, parfois cause du désastre. Alors revenons à la question posée au début. Feriez-vous confiance à un équipement conçu non pas pour vous sauver d'une chute, mais pour vous faire grimper plus vite, sachant qu'à ce moment précis, votre sang transporte 2 fois moins d'oxygène qu'il ne devrait? La réponse est simple, et elle dérange précisément parce qu'elle est simple. Les crampons ne sauvent pas d'une chute. Ils changent son scénario. La même dent qui vous maintient sur la glace pendant la montée s'accroche à la surface au moment du dérapage et transforme en une fraction de seconde un glissement contrôlé en un cul par-dessus tête incontrôlable. Le 1,5% du Cho Oyu, le taux le plus bas de tous les 8000, n'efface rien de cela. Il masque simplement le fait que, dans chaque cas de mort recensé là-haut, il y avait un organisme épuisé par le manque d'air et un outil qui, à l'instant critique, agissait contre l'homme plutôt que pour lui. Verov, tombé en redescendant. Malone, parti dans son sommeil après l'instant le plus heureux de sa vie. Des inconnus dont le crampon a glissé ou s'est accroché à une corde oubliée par d'autres. Chacun de ces destins a commencé de la même façon, par la confiance accordée à 10 pointes d'acier sous les pieds. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Si ce récit vous a fait voir la montagne autrement, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires sur ce que l'altitude fait vraiment à l'être humain.